Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, programme FECODE, Réunifed. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux métacompétences changement. Et je vais plus particulièrement vous présenter un outil pour aborder ces compétences en termes de changement. Petit rappel, en termes de développement durable, nous avons distingué 5 métacompétences, des métacompétences systémiques et prospectives, en termes de changement individuel et collectif afin d'exercer notre responsabilité dans un cadre éthique. Nous allons nous polariser aujourd'hui sur la question des métacompétences changement. Dans ce cadre, nous avons distingué 33 compétences, dont les compétences violettes, celles qui sont en termes de changement. Identifier la nature des changements, savoir conduire les changements, identifier les freins et les leviers, savoir utiliser les freins et les leviers pour construire des stratégies de changement. Enfin, choisir de façon éthique et éclairer les différents types de changements pour agir. Bien sûr, ces compétences, ces 5 compétences en termes de changement sont en totale interaction avec l'ensemble des autres compétences. Et pour construire un tout cohérent, nous sommes bien évidemment obligés de tisser les liens qui n'ont pas été mis ici pour ne pas surcharger. Si je reprends ces questions-là, je vais partir de quelque chose de concret. Si je m'intéresse aux questions de consommation, j'ai pris ces exemples-là dans les grands dossiers de sciences humaines. Repenser la consommation. On va repenser la consommation en termes de mobilité, le développement des offres de mobilité alternatives, les véhicules décarbonés, ce ne sont que des exemples. Sur les questions d'alimentation, amélioration nutritionnelle, adopter des régimes alimentaires plus de saison, le gaspillage alimentaire, ça aurait pu être aussi l'alimentation carnée. Le logement, développer des pratiques d'habitat partagé, de mutualisation avec des voisins, la réduction des surfaces des logements neufs, la limitation en besoins énergétiques des bâtiments, la performance énergétique, formation de l'usager à la maîtrise de la dépense énergétique, augmentation des constructions avec des constructions bois. La consommation de produits non alimentaires. Une proposition pourrait être celle de développement d'éco-gestes, de comportement d'achat, d'usage responsable, de limitation des produits phytosanitaires. Ça pourrait être aussi les pratiques assurant une prolongation de la vie des objets, l'obsolescence programmée. Par rapport à ces propositions, il nous faut avoir un cadre de lecture que je vais vous préciser. Nous allons faire un petit transect en partant de l'identification de la nature des changements pour savoir quel et comment conduire les changements, l'identification des freins et des leviers, être en mesure de s'en servir, tout ceci pour choisir de façon éthique et éclairée les différents types de changements. Mais pour cela, il nous faut impérativement un outil. Cet outil, c'est celui que nous vous proposons sur un 4 pages avec l'ensemble des métacompétences. Et je vais aujourd'hui m'intéresser aux questions sur les métacompétences en termes de changement. L'objectif de cet outil est de nous permettre, par un certain nombre de questionnements, de faire le lien avec les compétences. Votre projet prend-il en compte la largeur des changements envisagés, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées, la diversité des changements à venir? Avez-vous réussi à mobiliser des personnes non motivées avant le lancement du projet? Jusqu'où les gens sont-ils d'accord pour s'engager? Ces questions-là sont typiquement en relation pour partie avec la compétence 4 de l'identification, mais aussi de savoir conduire les changements. Ou du moins, savoir conduire les changements dépend de l'identification des changements. Les destinataires de votre projet vont-ils pouvoir prendre conscience de l'étendue de ces changements, de leur positionnement individuel, voire collectif, par rapport à ces changements? Sont-ils capables d'identifier les signaux de changement? Avez-vous tenu compte des différents types de changements proposés? Est-ce que nous sommes sur des changements subis,
je subis l'action d'un changement climatique, ou choisis, j'ai choisi de consommer autrement. Est-ce que ces changements sont perceptibles, tel l'exemple de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité, ou est-ce qu'ils ne sont pas perceptibles? Ou du moins, est-ce que les gens ne sont pas capables de voir des signaux faibles de changement? Est-ce que les changements sont réversibles ou est-ce qu'ils sont non réversibles? Et il est important que les destinataires de notre projet puissent s'approprier ces types de changements. C'est une question d'honnêteté et de transparence. Nous sommes donc toujours dans l'identification de la nature des changements. Les changements sont-ils de type amélioration de la situation initiale, atténuation des effets négatifs, valorisation des effets positifs, adaptation aux conditions actuelles ou véritable transformation avec d'éventuels phénomènes de rupture? Là, nous sommes sur la nature des changements. Avez-vous pris le temps d'analyser les sous-tendus idéologiques de votre projet et de vous mettre d'accord sur les valeurs qui les sous-tendent? Là, nous sommes effectivement en train de nous poser la question des sous-tendus idéologiques, et cela va déterminer les choix éthiques sur ce que nous allons traiter. Avez-vous pris le temps d'analyser toutes les conséquences de votre projet en prenant bien en compte l'état initial de là où on part? Est-ce que cela aura réellement changé? Nous sommes à la fois dans cette compétence en termes de choix éthiques, mais nous sommes aussi dans la question de savoir conduire les changements. Avez-vous pu identifier, mettre en œuvre, prendre en compte les freins, les leviers qui permettront ou limiteront les changements que vous voulez induire? Très clairement, nous sommes bien sûr ici sur la question de la compétence 14, de l'identification des freins et des leviers. Avez-vous permis aux personnes de porter un regard critique, autres changements proposés, ce qu'on veut changer? Est-ce que les gens peuvent être proactifs, c'est-à-dire proposer soi-même d'autres changements ou pas? Et donc là, effectivement, nous sommes sur la question de l'utilisation des freins ou pas, porter un regard critique. Nous sommes aussi dans les choix éthiques. Votre projet permet-il aux participants de s'engager, de participer au changement, d'en orienter la direction? Nous sommes là dans le savoir utiliser les leviers. Ce projet permet-il vraiment de changer les choses à vos yeux? Ou ne permet-il pas seulement de se faire plaisir, de se donner bonne conscience? Et ce type de question nous ramène à la compétence 31, choisir de façon éthique et éclairée les différents types de changements pour agir. Nous avons donc un outil qui nous permet de nous orienter par rapport aux compétences. Maintenant, nous allons prendre chacune de ces 5 compétences pour les décomposer avec des critères objectifs. La compétence 4, identifier la nature des changements. Nous avons travaillé sur cette compétence 4, identifier la nature des changements, et nous avons proposé un certain nombre de critères. Ces critères ne sont pas obligatoires ni exclusifs. Des critères nous permettent de savoir où on en est dans la compétence. Les critères retenus dépendent bien évidemment de la nature des projets, de la nature du public et de nos objectifs. On peut donc, pour identifier la nature des changements, voir le nombre de personnes concernées, voir le degré de motivation, élargir autour d'un changement initial, voir la diversité des changements mis en œuvre, le degré d'intégration de ces changements. Je vais prendre simplement un exemple de critères. Ces critères ont été par ailleurs décomposés dans ce qu'on appelle des indicateurs, avec des niveaux d'acquisition. Concernant le degré de motivation, nous pouvons avoir quelques personnes qui étaient déjà motivées. Donc motiver des gens déjà motivés, c'est effectivement plus facile. Des personnes non motivées à l'origine, effectivement, on va devoir travailler sur les questions de motivation intrinsèque, extrinsèque, le modèle déjà vu dans une autre vidéo. On va s'intéresser soit à des personnes, soit à des groupes. Et effectivement, former un groupe non motivé, ce n'est pas la même chose que de former une personne non motivée dans un groupe. Et on aura effectivement différents groupes de personnes non motivées, pas motivées par la même chose, par le changement proposé à l'origine. Intégration dans une culture du changement plus générale.
Voilà donc un exemple de ces degrés de motivation. Vous avez compris que je ne vais pas vous ramener à ça, vous vous reporterez à l'outil plus global qui est dispersé par ailleurs. Si maintenant je m'intéresse à la conduite des changements, dans la conduite des changements, il y a la question de la réversibilité des changements, de la perception des changements, du degré de liberté. Je prends juste le premier. Soit les changements sont imposés, subis par les personnes, soit ils sont acceptés par les personnes, soit ils sont choisis par les personnes en adhésion à leurs valeurs, soit les changements sont véritablement portés par les personnes. Vous avez donc là 4 degrés objectifs d'engagement face à ces changements. Toujours dans savoir conduire les changements, nous avions donc le degré de liberté, la perception des changements, la réversibilité des changements. Nous avons aussi le sens des changements. Pourquoi et pourquoi les valeurs individuelles et collectives de ces changements, les types de changements envisagés. Prenons simplement un exemple. Je prends les types de changements envisagés. Soit on améliore la situation initiale, soit on atténue des effets négatifs et on renforce des aspects positifs. Si on est dans une posture plus confirmée, on va adapter aux conditions actuelles et à venir, mais vous voyez que là, on fait la relation avec les compétences en termes de prospective, et on va transformer avec de véritables changements de type rupture. Et donc, ça, là, effectivement, vous voyez ce crescendo dont je m'adapte à j'anticipe. Savoir utiliser les freins et les leviers. Il existe différents types de freins, il existe des leviers intrinsèques, extrinsèques. Je vous ramène aux questions de motivation et d'engagement. Je vais juste prendre les leviers intrinsèques. Je peux anticiper l'intentionnalité de l'action, prévoir ce qui va se passer, l'autoréactivité, l'autoréflexion. Je peux aussi exercer un libre choix, même si les choix n'ont pas toujours un impact positif sur la motivation, on est d'accord. Je peux aussi mettre en œuvre une stratégie avec des buts d'apprentissage, de performance, le coping, coordonné pour l'action. Je peux aussi décider de tenter d'aller jusqu'à un comportement considéré comme une source de motivation plus que comme une fin en soi, induisant de véritables changements. La compétence 15, savoir utiliser donc les leviers pour construire. J'ai aussi la question plus globale du pilotage du changement aux différentes échelles, du management de ce changement, de l'apprentissage du changement, du choix d'une stratégie, de modalités de construction. En fait, vous allez me dire, mais ça, c'est du management. Ben oui, globalement. D'où l'intérêt, avant de bien avoir identifié les freins et les leviers, mais de savoir où on va. Et donc, cette compétence 15 est automatiquement liée au choix éthique que l'on a fait, choisir de façon éthique et éclairée les différents types de changements pour agir. Alors ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à cette question des choix, être compétent pour agir, diversité des enjeux sociétaux, environnementaux, la liberté laissée aux participants, le respect de l'esprit critique, le positionnement par rapport aux enjeux socio-environnementaux, l'engagement de la responsabilité. Prenons quelques exemples. Le sentiment de compétence. La personne n'a pas envisagé d'agir, elle ne veut pas agir. Ça, c'est vraiment le niveau débutant. La personne a voulu agir, mais elle ne savait pas comment. Elle n'a pas de savoir agir. La personne a agi, mais elle n'a pas su utiliser les bons leviers. Elle n'a pas pu agir. Le pouvoir d'agir est donc déficient. Là, vous avez compris qu'on va devoir travailler l'empowerment. La personne a agi, a su mobiliser les bons leviers stratégiques, politiques, techniques. Elle est effectivement compétente. Mais tout ça correspond effectivement à des compétences en aval et la relation avec d'autres compétences qui ne sont pas toutes dans les changements. Définir les enjeux socio-environnementaux.
C'est identifier la diversité des enjeux, comprendre cette diversité, envisager les cascades d'interactions et de conséquences qui en découlent, dans leur complexité, leur complémentarité, voire leurs oppositions. La prise en charge de la pluralité des changements et du fait que ces changements sont indissociables. Effectivement, nous sommes obligés de faire le lien avec les compétences systémiques. Liberté. Liberté laissée aux participants. La possibilité de s'engager ou pas. La possibilité de participer au changement ou pas, la possibilité d'orienter la direction des changements, le principe de subsidiarité, être au plus près de l'action, possibilité de prendre une direction complètement différente. Et oui, effectivement, si on laisse la liberté aux participants, on doit accepter que certains prennent d'autres directions, choisissent d'autres solutions. Respect de l'esprit critique, qui nous ramène à la relation avec les métacompétences systémiques et prospectives. Possibilité de refuser le changement pour différentes raisons. La possibilité de proposer une autre direction. Vous voyez qu'on repart de ce qu'on avait sur la question de la liberté. La possibilité de réorienter les objectifs du projet, et dans la modalité, dans les outils, et de réorienter les finalités, le sens du projet. Vous voyez qu'on est encore là sur donc des indicateurs assez facile à identifier, à question de questionner les participants. Positionnement par rapport aux enjeux socio-environnementaux, soit on n'a pas un positionnement clair, tout est implicite, soit on a un positionnement empirique sans explicitation des valeurs, de la pertinence, de la finalité des changements, soit on arrive à avoir déjà une explicitation du positionnement, mais pas d'argumentation réelle, sans prendre en compte les autres possibilités, les autres points de vue. Puis on peut avoir, bien sûr, c'est le niveau idéal, le positionnement explicite. Parfois en dénonçant, en résistant, en choisissant, en revendiquant, tout en proposant, en créant, en participant, en s'engageant dans des changements, même si l'efficacité de l'action ne peut être évaluée sur le court terme. Engager sa responsabilité, c'est comprendre que participer à un changement engage la responsabilité des différents participants. C'est effectivement prendre conscience de sa responsabilité individuelle, prendre conscience de sa responsabilité collective et prendre conscience de sa propre identité politique. Voilà fondamentalement ce qui va se cacher sous cet engagement de la responsabilité. Pour terminer, quelques points de vigilance fondamentaux. Ce que je vous ai présenté ici, ça n'est nullement un référentiel. C'est un guide avec indication des critères et des indicateurs pour guider l'action. Et ça ne devrait jamais être utilisé avec une forme d'évaluation en mettant des croix ou en mettant des niveaux d'atteinte. Les niveaux d'atteinte que l'on s'est fixés, ce n'est pas destiné à l'évaluation, c'est juste destiné au positionnement. Ces critères et indicateurs n'ont de valeur que s'ils sont contextualisés. Il est bien évident que si on travaille dans une école, un grand nombre de critères ne seront même pas envisageables. Si on travaille avec des petits, nous allons transformer l'exercice, l'engagement de la responsabilité. Effectivement, ce n'est même pas possible d'envisager cela comme ça. C'est donc le principe débutant, apprenant, confirmé, expert, qui est à prendre en compte. Ce que je veux dire par là, c'est que, par définition, le guide ici vise un niveau de personnes qui sont de niveau licence-master, et c'est aux personnes de faire l'effort de le transposer en fonction de leur contexte, en fonction des niveaux, en fonction de l'âge, contexte culturel, socio-professionnel. Autre chose. C'est facile d'annoncer des compétences, des critères et des indicateurs. Mais maintenant, je ne vous ai absolument pas parlé de la situation d'apprentissage. Et là, c'est le gros du travail. Quelle situation d'apprentissage puis-je créer pour former à telle compétence avec tel type d'indicateur ? Je ne le développe évidemment pas dans cette vidéo. Les compétences ne sont pas des objectifs en soi. Ce sont plutôt des moyens pour atteindre des objectifs pédagogiques.
en termes d'éducation et de formation. N'inversons surtout pas les rôles. Nous ne sommes pas là en train de compléter un tableau de compétences, nous sommes là en train de nous guider sur des compétences, critères, indicateurs pour atteindre des objectifs pédagogiques. On est compétent, non pas parce qu'on maîtrise ses compétences. En fait, c'est parce qu'on est compétent en termes de changement. Il ne faut pas retourner la question. Donc, notre but n'est pas d'accumuler des croix dans un tableau, mais de faire une vraie mise en situation, de voir si effectivement on est compétent en termes de changement, et c'est seulement là qu'on va pouvoir dire si on maîtrise réellement ses compétences ou pas et à quel niveau. Ce n'est que le croisement de ces niveaux de référence avec la réalité qui va nous permettre d'avancer. Alors bien sûr, lorsqu'on fait une formation, on se pose la question des objectifs qu'on se fixe. Mais derrière, on doit avoir la rigueur et l'honnêteté de comparer les objectifs qu'on s'est fixés avec les objectifs que l'on a véritablement atteints, pour savoir si les outils de formation, si les scénarios de formation sont cohérents ou pas. Les outils sont-ils utiles, efficaces, adaptables, gérables par les gens qui vont les utiliser. Merci de votre attention.